Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver. Pascal Laverne, on a démarré l'émission. Le salon de l'agriculture, c'est le direct. Effectivement, on interagit avec les personnes dans les allées. Alors, et si notre alimentation ne dépendait plus du pétrole? C'est vrai que notre alimentation passe quand même par la case pétrole. Alors, on va pouvoir en discuter avec Frédéric Marchand. Bonjour Frédéric. Il faut parler dans le micro. Vous êtes sénateur du Nord. À vos côtés, Denis Fumery. Vous êtes agriculteur en ville quasiment. Oui, en secteur périurbain, puisque Cergy-Pontoise, voilà, est proche d'ici. Vous êtes le dernier des Mohicans Non, j'ai encore quelques voisins agriculteurs. Bon, à ma gauche, donc, Pascal Lavergne, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de Gironde, vigneron, ingénieur agronome. L'agriculture, ça vous connaît? Oui, je suis éleveur aussi. Ah, même voilà, temps. oui, éleveur et restaurateur. Je fais du circuit court depuis très longtemps. Alors, justement, la question, est-ce que vous trouvez, vous, que notre alimentation dépend trop du pétrole? En clair, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, effectivement, on s'est rendu compte que dès qu'il y avait des tensions sur le gaz, hop, le prix de l'engrais a augmenté. On s'est rendu compte que le GNR, Denis Fumery, ça coûte de plus en plus cher. Et aujourd'hui, ce qui part du soleil, qui devrait arriver directement dans la bouche du consommateur, ça passe beaucoup par la case pétrole. Et dans le futur, il va falloir que ça aille plus directement du soleil au consommateur. Est-ce que vous êtes d'accord que la facture énergétique chez vous, elle est importante et elle a augmenté? Alors oui, assurément, sur la ferme, ça a augmenté. Mais je voudrais revenir à un fondamental. L'utilisation du pétrole en agriculture pour notre alimentation, c'est 160 ans seulement. 1 milliard d'habitants, il y a 160 ans. 8 milliards et demi aujourd'hui. Merci le pétrole. Ah, vous dites c'est grâce au pétrole qu'on est arrivé à nourrir les personnes et à faire qu'elles soient assez développées, costauds et tout ça. L'énergie facile, d'utilisation. Ouais. On a été dans une forme d'ébriété énergétique. C'est vrai que quand on a découvert le pétrole, c'était une énergie fabuleuse qui a permis de multiplier la productivité des parcelles. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment l'air du temps. Alors, je vais revenir à Pardon. Non, allez-y, on a le temps. Je reviens à un passé récent. Oui. Le passage de la traction animale à la traction mécanique. C'est pas vieux, hein, c'est à la sortie de la guerre. Quand ça s'est démocratisé dans le monde agricole. Et j'entends encore la réflexion de mon père qui disait « C'est tellement plus facile de tourner la clé d'un tracteur le lundi matin que de s'occuper des chevaux tout le week-end. » Voilà, simplement. Ouais, mais Denis Fumery, vous consommez aujourd'hui. Les tracteurs, vous savez, ils ont des moteurs. Les moteurs sont de plus en plus performants, économes, tout va bien. Sauf que vous consommez exactement le même nombre de litres de gasoil ou de GNR à l'hectare qu'en 1960. Malgré tous les gains d'économie de la motorisation, résultat, la consommation à l'hectare n'a pas diminué. Pourquoi? Vous faites plus vite, plus large dans la façon de travailler. Et on est parti dans un cycle qui n'est peut-être pas très raisonnable. Et qui coule peut-être vos entreprises. Le coût des tracteurs augmente régulièrement chaque année. Ah oui, le coût du tracteur, mais pas son énergie. Ouais. Je suis pas d'accord. Enfin, allez-y, argumentez. Hormis l'augmentation du coût du litre, oui, c'est un fait, mais en termes de rentabilité, non, je suis pas d'accord. Justement parce que les tracteurs sont plus agronomes, parce qu'on a évolué aussi sur ces performances agronomiques. Et on les utilise beaucoup mieux. Et puis des moteurs beaucoup plus performants, ça c'est sûr. Si vous le permettez, je voudrais revenir sur le début et sur votre question. Oui. Parce que, voilà, elle est dite là, aujourd'hui, devant un public d'agriculteurs. On sait qu'on parle d'agriculture, donc c'est normal qu'on ait ce thème-là. Est-ce qu'on peut produire avec moins d'énergie fossile? Je ne voudrais pas qu'une fois de plus, en le disant de cette façon-là, on ait en quelque sorte une façon de jeter l'opprobre sur l'agriculture, mais ce n'est pas la seule qui utilise de l'énergie, qui utilise de l'énergie fossile. Tous les secteurs d'activité, quels qu'ils soient, utilisent de l'énergie fossile. Faisons attention dans nos propos à ne pas jeter une fois de plus le discrédit sur une agriculture qui n'en a pas besoin. Et effectivement, l'agriculture, elle utilise les moyens qui sont à sa disposition. Elle a, comme tous les autres secteurs d'activité, elle a besoin d'énergie. Pour faire un téléphone, il y a besoin d'énergie. Pour envoyer un mail, il y a besoin d'énergie. Pour envoyer et faire une photo, il y a besoin d'énergie. Eh bien oui, pour faire pousser des plantes, il y a aussi besoin d'énergie parce que nous
nous avons remplacé beaucoup de main-d'œuvre, il y a beaucoup de mécanisation et c'est une chance. Aujourd'hui, l'agriculture produit avec 400 000 agriculteurs et il y a un certain nombre d'années, il y avait plus d'1 million d'agriculteurs. Donc évidemment, la motorisation et la mécanisation ont permis de faire des gains de productivité et le pétrole, il a été là aussi. Pascal, je vous prends au mot justement. Certes, c'est vrai, ça a permis de mieux se nourrir, ça a permis de plus pouvoir cultiver avec moins d'agriculteurs. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais résultat, on l'a vu quand il y a un conflit comme le conflit ukrainien, on est super dépendant. Mais pas que le secteur agricole, mais on peut le secteur énergétique aussi. On peut se passer du téléphone. Oui, enfin, j'ai pas vu grand monde qui avait baissé le prix des téléphones pendant la crise pour permettre à ce que les gens se nourrissent mieux. Hein, voilà, bon, c'est un bon préalable. Aujourd'hui, effectivement, nous prenons conscience que l'agriculture, elle a été au cœur de toutes les crises. Elle était déjà au cœur de la crise Covid, où on a pris conscience de faire tourner le système alimentaire, la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, on voit que l'agriculture, elle est encore une fois au cœur de la crise énergétique et pourtant, elle a pleinement conscience de la nécessité d'aller vers une agriculture décarbonée. Il y a deux leviers pour ça. Il y a d'abord un levier concernant la motorisation et donc il y a également un autre levier, c'est le levier des intrants. Les intrants, aujourd'hui, que ce soit les engrais ou les produits phytopharmaceutiques, évidemment, ils sont issus de l'industrie, on va dire, pétrochimique. Bon, voilà. Mais tout ça, nous avons effectivement un certain nombre de leviers. La recherche est là pour nous aider, pour trouver des solutions. Mais je voudrais rappeler quand même une chose, c'est l'agriculture, elle est soumise au rythme des saisons. On ne récolte qu'une fois par an. On ne peut faire évoluer les process qu'au rythme des saisons, au rythme d'une année. Il faut laisser le temps à l'agriculture encore pour pouvoir aller vers une économie décarbonée. Il faut lui laisser la possibilité d'investir et pour ça, il faut lui payer les matières premières qu'elle produit à la hauteur des attentes qu'a la société. Monsieur le sénateur, votre avis? Mon avis est... Ça marche. Oui, ça marche. Mon avis est qu'il n'y a pas de fatalité, effectivement, à cette dépendance aux énergies fossiles. On voit bien aujourd'hui, alors, jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est un peu facile, mais on voit bien aujourd'hui qu'on est en train d'ouvrir un nouveau cycle avec toutes ces questions de transition écologique, de dérèglement climatique, et qu'il y a une prise de conscience collective des uns et des autres, qui est comment fait-on pour faire mieux avec moins, sachant que c'est mon fond jaurétien qui me fait dire qu'il faut aller vers l'idéal, mais qu'il faut aussi comprendre le réel. Et comprendre le réel, ça passe par poser sur la table les éléments d'une situation à un moment T, faire en sorte d'avoir des outils en recherche et développement qui font qu'on arrive à pouvoir se passer demain des énergies fossiles. Je pense que la conscientisation des uns et des autres, elle est aujourd'hui présente. L'agribashing qui consiste à dire effectivement que les agriculteurs sont les pires, voilà, et ça suffit à un moment donné. Je pense qu'à un moment donné, on est dans un collectif et après, une des solutions passe aussi par les territoires. Moi, je suis très attaché à ce qu'on puisse reterritorialiser nos systèmes alimentaires et durables. Et c'est sans doute là, à l'échelle des territoires, en mettant autour de la table toutes les composantes de la société, qu'on peut trouver des solutions pour aller justement vers moins de dépendance à ce fameux pétrole qui, comme vous le disiez fort justement, a été la solution miracle pendant des années et des années. Exactement, c'était très pratique, ça fait son époque et maintenant on se rend compte que pour différentes motivations, risque de pénurie, cas de guerre, etc., mais aussi la décarbonation de tous nos systèmes économiques, il faut changer. Alors, ma question est très simple. Vous avez montré, au travers de la loi sur l'accélération des énergies renouvelables, que vous pouviez accélérer rapidement. Vous avez trouvé les moyens, au travers de la loi, de mettre un coup d'accélérateur. Pourquoi on ne fait pas une loi sur un effort de guerre alimentaire ou une accélération sur la souveraineté alimentaire? Bon, écoutez, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, l'agriculture, elle évolue au rythme des saisons. Il faut effectivement expérimenter des choses, faire des choses, tirer des conclusions pour l'année d'après, pouvoir faire mieux. Mais ce n'est qu'à ce rythme-là. Concernant l'accélération des énergies renouvelables, c'est par rapport à la mise en œuvre de projets. Aujourd'hui, si ça passe par l'énergie photovoltaïque, par exemple, c'est permettre à ce que des projets sortent plus rapidement. Le process industriel, on le connaît. Le panneau photovoltaïque, on sait que dès qu'on va l'installer, il va produire. On a cette expérimentation. Concernant l'agriculture, l'utilisation d'engrais décarbonés
on peut également en fabriquer des engrais décarbonés. Il faut que l'industrie puisse investir et on ne va pas modifier, bouleverser le système industriel aussi rapidement que cela. Pour autant, il y a aujourd'hui un plan vert industriel qui est porté par le ministre Roland Lescure de l'industrie. Je crois qu'il est de nature effectivement à permettre aussi à l'industrie pétrochimique qui sert l'agriculture de produire de façon plus décarbonée. Et il faut également faire confiance en la recherche. Il faut faire confiance dans le numérique qui aussi apporte un certain nombre de solutions liées au machinisme pour pouvoir utiliser moins d'intrants qui ont recours à cette énergie fossile. Et il faut aussi, je crois, remettre sur la table la planification, la nécessaire planification. Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, a hier dévoilé un plan en matière de souveraineté alimentaire s'agissant de la filière fruits et légumes. Parce que n'oublions pas que quand on parle des sujets d'alimentation, d'agriculture, on est sur du temps long. On est sur du temps long qui intègre effectivement tout un tas de données, tout un tas de paramètres, et que la planification, qui pour certains peut être un gros mot, mais pour moi non, la planification est plus que nécessaire. Ça, c'est du moyen terme. Et à court terme, on est quand même dans une situation qui n'est pas facile aujourd'hui. On a une guerre mondiale, certes avec un acteur, de façon délocalisée sur l'Ukraine, mais on sait qu'il y a des tensions entre les États-Unis avec la Chine. On sait que les stocks des céréales, ils sont surtout en Chine, aux États-Unis. On en parlait dans une émission. Il faut peut-être avoir aussi la capacité à réagir rapidement. Et c'était là-dessus que la loi sur l'accélération, en levant un certain nombre de freins, était intéressant. Et tous les agriculteurs que j'ai eus ici, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Si déjà on nous levait des contraintes, ça serait bien. Vous avez raison, effectivement. Aujourd'hui, pour pouvoir réaliser un projet, il faut beaucoup de temps. Il faut effectivement avoir beaucoup de courage aussi, parce que c'est aller au-devant des emmerdements, si j'ose dire, avec ses voisins. Vous savez qu'aujourd'hui, on importe 50% des poulets que l'on consomme. Pour autant, il faudrait donc construire des poulaillers, construire des installations qui permettent ce type d'élevage. Est-ce que c'est si simple que ça aujourd'hui d'avoir un projet pour pouvoir installer un poulailler à côté de ses voisins? Il va sûrement y avoir une levée de bouclier. C'est toujours loin des yeux, loin du cœur. On veut tous avoir une autonomie, mais finalement on voudrait l'avoir chez le voisin. Comme pour les énergies renouvelables. Absolument. On veut tous de l'électricité verte, mais on ne veut pas d'éoliennes et on ne veut pas de panneaux. Absolument. Mais vous savez, moi je suis bien placé pour le savoir. J'ai construit un bâtiment photovoltaïque de 1600 m² de panneaux photovoltaïques il y a une dizaine d'années. Les conditions n'étaient pas aussi évidentes qu'elles sont aujourd'hui, on n'avait pas forcément tout le recul. Je peux vous assurer, le lendemain où j'ai déposé mon permis de construire, j'avais déjà une plainte contre moi. Incroyable, donc c'est vrai qu'il y a des choses à faire. Oui, Denis? Oui, je voulais revenir au présent. On utilise aujourd'hui des biocarburants dans nos fermes, que ce soit pour le diesel ou pour nos voitures avec l'éthanol. On les a, ces outils-là, ce sont des énergies renouvelables. Bon, l'éthanol, aujourd'hui, on est un peu inquiet parce que le changement de paradigme pour les betteraves, j'ai peur qu'on déchante demain. Mais bon, il y a de l'éthanol aussi avec les betteraves, mais avec le maïs et avec le blé. Il y a encore des solutions. Mais ça va être compliqué. Mais il faut promouvoir ça. Aujourd'hui, c'est 280 000 hectares en France. C'est 1/100 des terres cultivées. C'est pas un sujet. On peut développer ces filières-là. C'est de l'énergie renouvelable, c'est de l'alternative. Il faut y aller là-dessus. Et c'est moins de pétrole, oui. L'agriculture, elle est aussi productrice d'énergie, vous l'avez dit, au travers du photovoltaïque et au travers également de la méthanisation. Il faut également permettre le développement de ces outils-là. Il faut garder les bons équilibres, en revanche, par rapport aux différentes missions qui sont assignées à l'agriculture. La première mission qui est la sienne, c'est de nourrir les hommes et les femmes de notre planète, de nourrir les hommes et les femmes de notre continent européen, de nourrir les hommes et les femmes de notre nation en France. Il faut effectivement que l'on prenne conscience de cette nécessité d'accéder ou de ne pas perdre cette souveraineté alimentaire. C'est une arme géopolitique extrêmement puissante, comme on l'a vu concernant la problématique de l'énergie. Il faut garder tous ces équilibres. L'agriculture doit être replacée au centre de toutes ces activités, de toutes ces problématiques de géopolitique. Quand vous dites ne pas perdre, c'est reconquérir, parce qu'on l'a déjà un peu perdu quand même. On l'a un peu perdu, effectivement. Il faut le dire. Et peut-être rajouter sur le volet énergétique,
que la loi que nous venons de voter sur l'accélération des énergies renouvelables prévoit tout un volet qui permet enfin de donner un véritable statut à l'agrivoltaïsme. Mais oui. Et que là, pour le coup, on est dans une réponse à un sujet qui est posé avec aujourd'hui des expériences qui existent et qui font la preuve et la démonstration que c'est possible. Et on s'est mis d'accord, on a dit 10 ans, je sais pas, c'est bien, c'est pas bien, 10 ans pour une parcelle pour pas avoir de production et à partir de ce moment-là, elle est éligible. C'est pour ça, moi je dis, est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose pour la souveraineté ? Écoutez, nous avons une loi d'orientation agricole qui est en préparation. Moi, j'ai fait le tour depuis le début du salon, depuis samedi dernier, de beaucoup d'acteurs. Je sens beaucoup d'envie d'apporter une réponse à cet objectif de souveraineté alimentaire. Les agriculteurs, c'est leur métier, ils ont envie de faire ça. Il faut effectivement leur donner les moyens. Et je crois qu'un des éléments qui nous a été évoqué ce matin quand on était à côté du propriétaire d'Ovalie, vous savez, la question du revenu, c'est une chose, mais ce dont on a besoin, c'est aussi de reconnaissance. Vous savez, la reconnaissance, ça vaut rien en termes d'euros, mais l'avoir, quand on croise quelqu'un, la reconnaissance de celui qui vous fait vivre, de celui qui vous permet de manger quelque chose de sain, de l'avoir à proximité, de l'avoir de façon abordable, elle est également extrêmement importante. Donc, on arrive au terme de ce débat, mais j'ai envie de poser une question à vous, Pascal Laverne. Vous venez de la région, donc de Gironde. Il se passe quelque chose dans le Bordeaux. Ça va mal. C'est vrai, ça va. Est-ce que l'arrachage, c'est vraiment la solution ou est-ce qu'on repousse le problème? Est-ce que c'est pas l'appellation qui a été qui s'est reposée sur ses acquis et qui n'a pas évolué avec la demande des consommateurs? Vous me faites ouvrir un sujet qui est un sujet extrêmement grave. Douloureux. Ouais. En tout cas, douloureux. Et douloureux pour l'élu que je suis de la 12e circonscription de la Gironde, qui est la circonscription de l'Entre-deux-Mers et qui est sans doute la circonscription qui souffre le plus parce que c'est un secteur viticole où on n'a que des vins génériques. Bordeaux blanc, Bordeaux rouge, Bordeaux supérieur, Entre-deux-Mers, c'est des vins plutôt génériques et qui ont beaucoup compté sur les exportations vers l'Asie. Ce marché s'est effondré, qui ont beaucoup compté sur la grande distribution. On voit qu'aujourd'hui, le système de grande distribution ne tire plus. On assiste à un phénomène de déconsommation des vins rouges. C'est les vins qui sont les plus présents dans ce secteur de Gironde. Deux mesures ont été prises. Une mesure de distillation qui est une mesure conjoncturelle. C'était pas celle qui était demandée en priorité par les producteurs. Elle est pourtant nécessaire, elle va nous permettre, parce que c'est le seul outil dont nous disposions, de faire rentrer la trésorerie sur les entreprises viticoles. Hier, le gouvernement, en collaboration avec la région Nouvelle-Aquitaine et en lien également avec le CIVB, le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, un fonds va être mis en place, un fonds de mutualisation sanitaire qui va permettre de faire de l'arrachage pour répondre de façon conjoncturelle. Espérons que ça sera suivi à la hauteur des sommes qui sont mises à disposition, mais il faut également retrouver un espoir pour tout ce secteur viticole de pouvoir repartir sur des productions qui soient attendues par le consommateur. Donc vous pensez que c'est une bonne mesure? C'est une bonne mesure, évidemment, je l'ai portée, je l'ai poussée depuis le début de mon mandat, donc je ne vais pas dire aujourd'hui jeter le bébé avec l'eau du bain que c'est une mauvaise mesure. Je l'ai portée, je l'ai appelée de mes voeux pour qu'elle sorte hier. Mais ce qui n'est pas fait à Bordeaux sera fait ailleurs si vous arrachez. Il faut conquérir. Aujourd'hui, on fait ça à Bordeaux parce que Bordeaux, c'est la première région viticole de France. Si on ne résout pas cette crise bordelaise, Bordeaux allait entraîner une grande partie d'autres régions viticoles dans leur chute. Il fallait avoir cette réponse à Bordeaux, mais il ne faut pas garder ça comme méthode. Voilà, il faut se projeter vers l'avant. On essaye effectivement de consolider les exploitations qui aujourd'hui sont au bord du gouffre, de pouvoir les sauver. C'est une forme de plan social, mais il faut pouvoir repartir dans d'autres régions, et y compris à Bordeaux, de l'avant en investissant sur la qualité des produits et en investissant sur le marketing et la reconquête de marché à l'export. Pascal Laverne, merci beaucoup. Frédéric Marchand, merci. Denis Fumery, merci beaucoup. Et merci à vous.